Bonjour, mesdames, messieurs, chers étudiants. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le séminaire sur l'évaluation de la démocratie. Ce séminaire s'inscrit dans une démarche d'appropriation de connaissances juridiques et politiques sur la démocratie en Afrique. Il va s'articuler en deux grandes parties. Dans une première partie, je vous présenterai l'approche théorique de l'évaluation de la démocratie et dans une deuxième partie, je vous présenterai l'approche pratique de l'évaluation de la démocratie. Dans le monde aujourd'hui, nous voyons que la démocratie est devenue le principal référentiel d'organisation et de légitimation des décisions politiques. Il est aujourd'hui rare de voir un gouvernement, un pouvoir politique qui revendiquerait une dynamique autoritaire ou dictatoriale. Tout le monde, peu importe la structuration constitutionnelle, peu importe les modalités de répartition de pouvoir ou les modalités d'exercice du pouvoir, tout le monde revendique cette étiquette de démocratie. Pour autant, nous constatons également que les démocraties font face, on voit ces crises partout, à d'importantes crises politiques et à un recul de la légitimité démocratique. Certains contestent, au cœur même des vieilles démocraties, contestent la légitimité des dirigeants élus, au motif que ces derniers, malgré leur élection, ne seraient pas habilités à prendre telle ou telle décision. Ou bien, malgré leur légitimité démocratique, les dirigeants ne seraient que l'émanation de tel groupe ou de telle classe sociale. Et donc, ne représenteraient ou n'agiraient plus dans le sens de l'intérêt général. On peut donc dire que les pratiques d'évaluation sont aujourd'hui largement utilisées pour rendre compte des systèmes démocratiques qui conditionnent nécessairement la mise en œuvre des politiques publiques. L'usage de ces pratiques évaluatives existe un peu partout dans le monde, même si elles sont rares en Afrique. Aujourd'hui, sur notre continent, l'évaluation de la démocratie est une pratique peu développée. Et c'est donc à ce titre qu'il nous apparaît très important de pouvoir, ici, à l'université, instiller cette idée que la démocratie n'est pas un acquis, mais plutôt un requis qui mérite d'être périodiquement évalué. Voilà pourquoi ce séminaire se propose de fournir une compréhension théorique et des outils pour une évaluation interdisciplinaire, comparative et novatrice du caractère démocratique du processus de production de politique publique. Je ne veux pas, dans le cadre de ce séminaire, m'attarder sur les éléments juridiques et en lien avec l'organisation et la séparation des pouvoirs publics. Je vous renvoie à vos enseignements de droit constitutionnel. Je ne veux pas m'attarder sur les régimes politiques
Je vous renvoie à vos enseignements sur les régimes politiques, tant dans l'aspect constitutionnel que dans l'aspect analyse politique. Je vais, dans le cadre de ce séminaire, insister sur un certain nombre d'outils qui vous seront utiles pour pouvoir, de façon pratique, procéder à une analyse de la démocratie. Mais avant, je voudrais vous dire d'emblée que la démocratie, prise de nos jours, comme je venais de le dire, comme l'unique mode de gouvernement acceptable, n'a pas toujours eu bonne presse dans l'histoire politique de l'humanité. Rappelons que dans l'Antiquité grecque, Platon y voyait le règne d'une populace prompte au débordement et prêt à s'abandonner aux mains d'un tyran, alors même que Aristote se représentait le bon gouvernement comme un régime aristocratique sensible aux attentes populaires, mais restreint à une certaine élite gouvernementale. D'autres bons esprits, d'autres intellectuels comme Rousseau ont conservé et vulgarisé l'image d'une démocratie où la souveraineté est exercée sans intermédiaire par les citoyens, c'est-à-dire celle d'une utopie où la démocratie aurait consisté en un effort permanent de transformation de la nature humaine dans sa conversion au culte du bien public acquis au prix de l'abandon des mesquines préoccupations privées. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse cette trajectoire de l'inscription de la démocratie dans les sociétés politiques, on sait malheureusement que ces rêves politiques ont débouché bien souvent sur des tumultes de rue, vite récupérés par les politiciens professionnels qui instrumentalisent la démocratie, revêt selon leurs intérêts. Et je vous dirais qu'au cours des 30 dernières années, l'Afrique n'a pas fait exception à cette factualité où, malgré la volonté populaire exprimée, à la fin, on assiste plus ou moins à une confiscation de la démocratie par une certaine élite politique. Évaluer la démocratie ne veut pas dire vouloir l'enfermer dans un énoncé univoque et clos, car ce serait trahir l'esprit même des dimensions multiples qui ouvrent la réflexion sur la démocratie et son caractère dynamique. Cependant, il faut bien tenter d'approcher au plus près le contenu de ce concept. Premièrement, la pratique actuelle de la démocratie montre que dans bien des sociétés prétendument démocratiques, on constate un écart énorme entre les gouvernants et les gouvernés. Certains d'ailleurs, au sujet de l'Afrique, parlent de démocratie fictive, de démocratie autoritaire, etc. Deuxièmement, la démocratie, selon le propos de Bruce Ackerman, exige qu'on reconnaisse la plénitude de l'autorité législative aux vainqueurs des dernières élections. Là encore, reconnaître la plénitude de l'autorité aux vainqueurs des dernières élections, parfois, ce n'est pas vrai. Puisqu'on voit dans la réalité des puissances économiques, des lobbies politiques, médiatiques, financiers, qui, malgré les victoires électorales des uns et des autres, conservent une bonne partie du pouvoir, continuent d'influencer l'agenda politique d'un pays. Troisièmement, la démocratie implique également de tolérer des gouvernements
gouvernants que certains électeurs trouvent mauvais ou moins bons que ceux pour lesquels ils ont voté sans succès. En d'autres termes, la tolérance doit être au cœur d'une démocratie. Même lorsqu'on estime que celui qui a été élu n'apparaît pas à nos yeux comme le meilleur parmi les candidats, même si l'on en vient à contester ses compétences, voire même sa moralité, il n'en reste pas moins que c'est lui qui a été élu. On doit donc tolérer que l'élu puisse exercer le pouvoir conformément à la Constitution. Enfin, quatrièmement, la démocratie est elle-même une abstraction, voire une ambiguïté. Donc, l'on ne peut pas dire que telle démocratie, telle forme de démocratie devrait nécessairement l'emporter sur tel ou tel point. Car le droit international donne à chaque peuple sa capacité souveraine à organiser ses affaires politiques comme il l'entend. Il y a donc cette dimension de la normativité internationale qu'il faut prendre en compte dans l'appréciation du mode d'organisation politique que chaque peuple serait amené à choisir dans un système démocratique. Par conséquent, on doit avoir à l'esprit que la démocratie est une affaire complexe, protéiforme et qui emprunte des chemins parfois différents en fonction du contexte historique, politique, économique, social et culturel de chaque pays. Mais cela n'enlève rien à la critique qui est formulée à l'endroit des démocraties aujourd'hui. La première critique, c'est qu'il y a une crise globale de la démocratie. Il y a une crise globale de la démocratie. La démocratie réelle, telle qu'on l'imaginerait, telle qu'elle serait inscrite dans la majorité des constitutions, est souvent bien loin des pratiques concrètes de l'exercice du pouvoir. Dans toutes les sociétés démocratiques, on constate une crise de confiance envers l'institution représentative. Même si on continue à soutenir les principes démocratiques, il y a parallèlement un déclin de la confiance envers les acteurs politiques que sont les partis politiques et les gouvernements. Cette crise de confiance est d'ailleurs rendue plus aiguë par le développement des technologies, notamment par le dynamisme médiatique et l'emprise des réseaux sociaux aujourd'hui sur les affaires publiques. Ainsi, l'accès de plus en plus facile aux technologies de communication numérique amoindrit l'importance des distances géographiques et sociales qui pourraient justifier l'existence des institutions représentatives. Avec Internet, on a créé donc des conditions favorables au renouvellement des pratiques démocratiques qui élargissent le champ des rapports de pouvoir entre les citoyens et ceux qui prennent les décisions. Paradoxalement, le développement de l'institution démocratique
avec cette technologie peut également signifier l'éloignement du citoyen par rapport au centre de décision. Il croit être proche en recourant aux technologies numériques, mais nous constatons que ces mêmes technologies numériques peuvent faire l'objet de manipulation et de fraude. Le questionnement sur la nature des régimes démocratiques est à l'ordre du jour partout dans le monde. C'est la deuxième critique. La vie politique des sociétés démocratiques est critiquée parce qu'elle marginalise et infantilise les citoyens dans le processus de décision. Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, pour reprendre la célèbre formule d'Abraham Lincoln, n'est pour certains une vision de l'esprit. Car les citoyens, qui sont en principe la source de l'autorité politique, sont de plus en plus dépossédés de leur souveraineté au profit d'instances non élues. Cette problématique qui met en évidence plus d'interrogations que de réponses se comprend substantiellement à partir du moment où l'invocation rituelle de la démocratie est suspecte dès lors qu'on ne cherche pas, au-delà des critères légaux et formels, quel est l'ordre social et politique qu'on entend promouvoir par le biais des institutions démocratiques. Parce qu'on oublie bien souvent que la finalité de la gestion des affaires publiques, ce n'est pas l'idolâtrie de la démocratie. Ce n'est pas la sublimation des élections. La finalité, c'est le bien commun, c'est-à-dire quel est l'ordre politique, économique et social que l'on entend instaurer et faire vivre en s'appuyant sur les dynamiques démocratiques. Et ces deux principales critiques m'amènent à proposer une troisième critique sur ce que j'appelle l'illusion du développement démocratique en Afrique. En Afrique, depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire le moment crucial de la chute du mur de Berlin et de l'amorce des démocratisations avec la fameuse conférence de la Baule en France, les dispositifs normatifs et institutionnels de la démocratie sont de manière récurrente dans une tension extrême entre le besoin de consécration de l'autorité de l'État et la permanence des revendications des citoyens, notamment en ce qui concerne la protection des libertés fondamentales. Si les tensions démocratiques sont perçues avec beaucoup d'euphorie, il apparaît très vite que la démocratie ne se décrète pas. La démocratie ne s'exporte pas ou ne s'importe pas. Elle ne s'arrime pas à une société qui ne lui réserve pas des points d'ancrage favorables. Pour reprendre l'expression de notre regretté collègue, le philosophe Fabien Boussi-Boulaga, la démocratie ne serait que de transit en Afrique, parce qu'elle n'y trouve pas des points d'arrimage, des points d'ancrage. Pourquoi? Mais parce que le développement démocratique en Afrique se heurte aux dynamiques d'insécurité, insécurité politique, mais également d'insécurité physique, qui rendent plus complexe le respect de l'expression de la volonté du peuple inscrit au cœur des constitutions.
Au point où certains en viennent à se poser la question de savoir s'il ne faut pas, finalement, une démocratie à l'africaine. C'est-à-dire une démocratie qui serait adaptée, qui serait adaptable au contexte africain. Cette question, déjà en octobre 2000, Achille Mbembe, alors secrétaire exécutif du CODESLER à Dakar, a publié un intéressant article dans le Monde diplomatique qui est intitulé « Esquisse d'une démocratie à l'africaine ». Mais dans cet article, que vous trouverez encore dans les archives du Monde diplomatique aujourd'hui, sur Internet, dans cet article, Achille Mbembe fustige l'impréparation des élites africaines à la démocratie. Et il souligne que la sortie des autoritarismes tant espérés a été contrariée par la crise sociale et que l'on assisterait à une forme de restauration des dynamiques autoritaires. Cette réflexion diversement appréciée a ouvert, je dirais, la voie à un débat sur l'articulation des valeurs universelles de la démocratie aux réalités et cultures africaines. Cette analyse est confortée par l'observation comparée des trajectoires de la démocratisation en Afrique par Franck Tétart, qui souligne, quant à lui, que malgré la mise en place de processus électoraux, la plupart des États africains, sans être forcément autoritaires ou répressifs, ne respectent pas les préceptes de l'état de droit et favorisent le maintien au pouvoir d'une élite politique et ou économique, bien souvent à base ethnique. Mais ces analyses sont pourtant réfutées parce que j'appellerais les nominalistes qui contestent le dominat de l'Occident et croient voir dans les trajectoires actuelles de la démocratisation en Afrique l'avènement d'un modèle africain de la démocratie. Et ces derniers pensent qu'il faut s'appuyer sur le patrimoine culturel africain pour pouvoir construire une démocratie à l'africaine. La question est de savoir qu'est-ce qu'on met dans ce patrimoine culturel africain. Les pratiques autoritaires font-elles partie du patrimoine culturel africain? Et même lorsque nous affirmons le droit à la diversité, le droit à l'identité, il n'en reste pas moins que le droit à la diversité, le droit à l'identité, ne devrait pas nous conduire à nous écarter d'un certain nombre de valeurs universelles proclamées et consacrées par des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par les États africains. Je prendrai pour exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre un certain nombre de libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, le droit pour tout citoyen de prendre part à la gestion des affaires publiques de son pays ou de se présenter à une élection.
Il s'agit là des engagements juridiques que l'on ne saurait écarter d'un revers de la main sous prétexte d'affirmer la prééminence de la diversité et des spécificités culturelles qui l'emporteraient sur la protection des libertés fondamentales. Que dirons-nous, par exemple, de l'interdiction de la torture? Que dirons-nous du droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial? Parce qu'il s'agit là des socles de l'État de droit. Peut-on dire que les vertus de la démocratie, comme certains le disent, à l'occidental, ne sont donc pas compatibles avec les valeurs africaines? C'est un débat qui devra nous orienter lorsque nous devons de façon pratique procéder à l'évaluation de la démocratie en Afrique. Enfin, n'oublions pas quels sont les enjeux et les objectifs d'évaluation de la démocratie. Il ne s'agit pas d'évaluer pour le plaisir, d'évaluer pour évaluer. Il s'agit de conduire la démarche évaluative en répondant à trois préoccupations fondamentales. Premièrement, que peut-on attendre d'une bonne démocratie? Cette question, telle que posée, suppose que de notre point de vue, il existe de mauvaises démocraties. Alors, nous prenons parti de dire qu'une démocratie doit prendre avant tout en compte les besoins et les intérêts de la population. Qu'une bonne démocratie doit définir les objectifs partagés et les indicateurs. Les indicateurs, ce n'est pas des chiffres complexes. Les indicateurs sont dans la Constitution. Par exemple, les droits qui sont garantis dans la Constitution, notamment les droits économiques et sociaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc., etc., ce sont les indicateurs résultats démocratiques. Parce que ces indicateurs sont des visées politiques que l'on doit atteindre. On est élu pour atteindre ces indicateurs. Troisièmement, une bonne démocratie doit assurer la cohérence et la continuité de l'action publique dans la durée. C'est-à-dire offrir un minimum de stabilité politique pour le développement. Quatrièmement, une bonne démocratie doit garantir la transparence et l'efficacité de l'action publique. Et enfin, cinquièmement, une bonne démocratie doit rendre compte des ressources mobilisées et des résultats obtenus. Voilà, de notre point de vue, les 5 éléments essentiels pour caractériser une bonne démocratie. Nous y reviendrons. Deuxièmement, que peut-on attendre d'une bonne évaluation de la démocratie? 5 points. L'évaluation doit faciliter la prise de conscience pour engendrer le changement politique et social. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une évaluation pour l'évaluation. Il s'agit de faire une évaluation pour dresser l'état des lieux de la démocratie dans un pays donné, dans le but de provoquer une prise de conscience et d'engendrer le changement politique et social. Deuxièmement, une bonne évaluation de la démocratie doit être conduite avec compétence, indépendance et responsabilité.
troisièmement, une bonne évaluation de la démocratie doit prendre en compte la pluralité des points de vue et des acteurs. Quatrièmement, une bonne évaluation de la démocratie doit être réalisée dans la transparence et elle doit donc alimenter le débat public. Enfin, cinquièmement, une bonne évaluation de la démocratie doit déboucher sur des préconisations concrètes permettant ainsi aux acteurs politiques et aux citoyens de comprendre l'état de la démocratie et de contribuer à la consolider, à la renforcer éventuellement. Troisièmement, quels sont les enjeux d'une évaluation de la démocratie? Nous pouvons résumer tout cela sur 4 points. Premièrement, l'évaluation de la démocratie doit donner la priorité à l'analyse politique au détriment du chiffrage quantitatif. Le plus important n'est pas de pouvoir établir des tableaux où 20% de ceci forcerait ceci, 30% de ceci dirait ceci. Le plus important, c'est l'analyse politique au cœur de l'évaluation. L'autre enjeu, deuxième enjeu, c'est la coproduction de l'évaluation. C'est-à-dire que l'évaluation ne doit pas être une affaire de ce qu'on a appelé l'expertocratie. Ce n'est pas simplement une affaire d'experts. L'évaluation doit être réalisée dans une démarche ouverte, transparente, avec une forte implication des divers acteurs, pour pouvoir légitimer les résultats qui seront proposés à la fin. Il faut donc éviter que l'évaluation soit capturée ou confisquée par une certaine élite qui, à la fin, ne fera que corrompre les résultats à proposer. Troisième point important, l'évaluation doit renforcer le processus démocratique. L'évaluation suppose un débat public qu'il convient d'organiser en prenant en compte la pluralité des points de vue sur la base, naturellement, de la représentativité, de la légitimité et surtout de la protection des minorités. Il y a donc dans toute évaluation une dimension participative qui vise à garantir l'objectivité et l'efficacité du débat public à organiser. Parce que sans cela, l'évaluation sera une affaire simplement d'une élite. Et il serait dans ce cas-là difficile d'engendrer le changement politique et social tant souhaité. Quatrièmement, l'évaluation véhicule des valeurs de changement et d'éducation au développement. C'est en participant activement à l'évaluation que les diverses parties prenantes comprennent réellement les enjeux, les finalités et les contraintes de l'action publique. Parce que parfois, l'on veut que toutes les promesses inscrites dans la Constitution puissent se réaliser immédiatement.
le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à ceci, etc. Mais bien souvent, on oublie que la réalisation de toutes ces promesses constitutionnelles se heurte à de nombreux problèmes, et parmi lesquels le financement politique publique. On peut bien vouloir, dans un pays, avoir des écoles dans chaque quartier, des hôpitaux dans chaque quartier, mais la réalité budgétaire de ces pays est telle que ceci n'est pas possible. Il faut donc procéder à des arbitrages stratégiques, à une planification dans le temps pour pouvoir satisfaire les besoins des uns et des autres. L'évaluation, enfin, répond à deux catégories d'objectifs. Premièrement, pour les citoyens, qu'est-ce que leur apporte une évaluation de la démocratie? Outre le besoin du changement politique et social, de façon globale, je retiendrai 4 idées pour les citoyens. D'abord, l'évaluation de la démocratie sert à élever le niveau de conscience politique sur ce que la démocratie implique dans un pays. Il y a une prise de conscience politique qui va nourrir un débat public sur les performances à attendre d'un gouvernement. Parce que le gouvernement élu n'a pas des moyens illimités, n'a pas de formule magique pour résoudre en un clin d'œil les problèmes d'un pays. Cette prise de conscience politique met en lumière les limites de l'action publique en relation avec les moyens budgétaires dont disposent les gouvernements et permet ainsi de dévoiler les populismes qui souvent prétendent résoudre tous les problèmes en un temps record. Deuxième idée, c'est que l'évaluation de la démocratie fournit pour les citoyens une preuve systématique pour justifier les préoccupations de ces populations sur la manière dont elles sont gouvernées et permet d'identifier les forces et les faiblesses de cette gouvernance. Il est important, pour mieux comprendre et mieux structurer l'action publique, de contribuer à une analyse des forces et faiblesses de l'action menée avec une implication des citoyens, pour que ces derniers puissent comprendre les capacités transformatrices de l'action publique et en mesurer évidemment les limites, pour ne pas succomber à des discours populistes et faciles. Troisième idée, l'évaluation de la démocratie contribue à un débat public sur l'identification des priorités pour un programme gouvernemental. C'est-à-dire, on peut débattre dans le cadre d'une évaluation des réformes prioritaires et de l'agencement de celles-ci avec l'ensemble du dispositif des politiques publiques.
Enfin, quatrième idée, l'évaluation comme telle fournit un outil pour élaborer un calendrier programmatique des réformes à conduire pour le bien des populations. En ce qui concerne maintenant les gouvernants, à quoi servirait une évaluation? Là aussi, je dirais 4 idées. La première idée, pour les gouvernants, l'évaluation aide à identifier les problèmes particuliers de la situation démocratique d'un pays donné, en comprendre les causes, les manifestations, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, dans ce sens-là, l'évaluation peut constituer un outil d'aide à la décision politique. Deuxième idée, l'évaluation de la démocratie permet de mettre en exergue les bonnes pratiques et éventuellement de les dupliquer ou de les élargir. Troisième idée, l'évaluation pour les gouvernants sert à mettre en lumière dans une confrontation politique les problèmes majeurs communs au grand nombre de citoyens dans le pays. Et souvent, justifiera donc la mise en place de nouveaux dispositifs législatifs. Par exemple, servira de base légitime pour une nouvelle loi, puisque l'évaluation a permis d'identifier que ce problème est un problème majeur et commun à la majorité de la population. Quatrième idée, comme pour les citoyens, l'évaluation suscite des réformes institutionnelles, économiques et sociales et permet donc aux citoyens de comprendre ce que le gouvernement voudrait faire et au gouvernement de mieux agir. Rendu donc au terme de cette présentation introductive, nous allons, dans la première partie, rendre compte du cadre théorique de l'évaluation de la démocratie. Et en substance, nous parlerons d'abord des théories et principes de la démocratie. Nous l'avons dit, la démocratie se définit comme le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, selon la célèbre formule proposée par le président Abraham Lincoln dans la déclaration de Gettysburg. La démocratie, nous l'avons également souligné, n'est pas une découverte récente, puisqu'elle remonte à la Grèce antique. Tous les hommes se rencontraient à Athènes pour discuter de certaines questions et ils votaient à main levée. Mais les esclaves et les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce type de gouvernement nécessiterait aujourd'hui beaucoup de temps, sauf dans les contrées helvétiques. Il serait impossible aujourd'hui pour des grands peuples de se rencontrer chaque fois qu'une décision doit être prise. C'est pour toutes ces raisons que
la démocratie représentative a pris le dessus de ce qu'on appelait la démocratie directe. La démocratie associe deux termes, démos et kratos, peuple et pouvoir. Très clairement, l'étymologie et l'histoire démontrent que le concept de démocratie a été créé pour désigner le fait que le peuple exerce le pouvoir, le peuple se gouverne. Il est bien question du gouvernement de la société par l'ensemble des citoyens et non plus par une seule personne dominatrice, notamment le tyran, ni une classe sociale limitée en nombre et supposée éclairée, les aristocrates. Voilà le sens général, je dirais historique, de la démocratie. Mais, pour autant, l'on sait que la société athénienne n'a pas toujours fait bonne fortune de la démocratie. La société athénienne était gouvernée par une oligarchie, puis une aristocratie qui a dominé un peuple miséreux et opprimé jusqu'à l'esclavage. On a vu les tyrans se succéder jusqu'aux troubles qui ont conduit à l'assassinat du dernier tyran à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, le trop méconnu Clisthène, mais qui, malgré qu'il fût tyran, dota la cité athénienne des véritables lois, la démocratie. Jusqu'au jour où cette cité athénienne connut son apogée au siècle de Périclès. Sans qu'il soit nécessaire de réciter toute l'histoire de la démocratie athénienne, on peut retenir que le concept de démocratie s'est chargé au cours de l'histoire de significations multiples, précisées souvent par des qualificatifs spécifiques. Le concept s'est nourri de plusieurs expériences, a connu des moments difficiles. C'est pourquoi l'on dit que la démocratie est un idéal. La démocratie est un idéal. La démocratie est un requis et non un acquis. Il faut bien se garder de considérer la démocratie comme un état d'achèvement. Il y a toujours une réelle fondation démocratique à construire. Puisque la société politique elle-même est toujours traversée par des oppositions et des divergences qui font que le modèle démocratique ne peut se concevoir comme un modèle unique à toutes les étapes de l'histoire. Mais ce modèle démocratique a des caractéristiques fondamentales. Aujourd'hui, l'on peut retenir
que la démocratie est un état de droit où règne l'égalité et la justice. Même si nous disons que la démocratie reste avant tout un concept politique, mais ce concept politique a des manifestations concrètes au travers des institutions, des procédures, des pratiques démocratiques. Cette démocratie, elle est évaluée au regard de ces normes institutionnelles, procédurales, et concrètes en confrontation avec les pratiques démocratiques dans un pays. C'est pour ça que nous disons que, en termes de principes fondamentaux, il y a l'égalité et la justice. Une démocratie ne saurait être une société inégalitaire. Une démocratie ne saurait être une société où régnerait l'injustice et l'impunité. Alors, à partir de ces principes fondamentaux, on peut tout à fait débattre d'un certain nombre de points qui peuvent varier d'une société à une autre. Mais il n'en reste pas moins que ces variations conjoncturelles, ces variations sociétales ne peuvent aller à l'encontre des principes fondamentaux que nous venons d'achever. D'où l'idée des principes qui sont substantiels à toute démocratie. Et si ces principes sont entravés par telle ou telle condition, on dirait qu'il n'y a pas de démocratie dans cette vie. Et il y a des conditions nécessaires pour que ces principes prennent corps. Nous pouvons en citer, sans prétention à l'exhaustivité, 5 conditions favorables pour l'ancrage des principes fondamentaux. Première condition, les élus doivent être choisis lors d'élections périodiques et équitables avec un vote universel. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, et je dirais presque la quasi-totalité des constitutions prescrivent cette condition. Les élections sont un élément essentiel dans une démocratie, à condition que le vote soit organisé de façon sérieuse. Deuxième condition, tout citoyen adulte doit jouir du droit de voter ou de se présenter comme candidat lors des élections. Il va de soi que certains citoyens peuvent être privés de leurs droits politiques. Par exemple, par une décision de justice qui les condamnerait. Sauf ces cas dûment acceptables, tout citoyen adulte devrait, et son droit, de voter ou se représenter. Et donc, les discriminations, les inégalités qui empêchent les personnes adultes de participer au processus
démocratique ne saurait se concevoir, s'arriver à une démocratie. Troisième condition, les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et d'opinion, sans crainte de représailles par l'État. Il ne saurait y avoir de démocratie dans un pays où la liberté d'expression et d'opinion n'est pas garantie. Parce que la démocratie est avant tout une confrontation d'idées et d'opinions pour le choix de ceux qui pourraient être amenés à gouverner. Mais si l'expression de ces opinions n'est pas tolérée, alors il s'agit d'une démocratie factice. Quatrième condition, les citoyens doivent avoir le droit de chercher les sources différentes d'informations, notamment la presse. Dans une démocratie, il ne doit pas y avoir qu'une parole officielle. Les médias d'État véhiculent parole officielle, mais il doit à côté exister et être encouragé. D'autres sources d'information permettant aux citoyens de trier entre le bon grain et les faux. Cinquième condition, le droit de former des associations, des organismes indépendants, des partis ou groupes d'intérêt politique. Les associations et les partis politiques contribuent non seulement à l'éducation politique, mais également concourent à l'expression du choix. Donc, lorsque les citoyens n'ont pas la liberté de s'associer, de formuler des projets politiques, de se réunir pour débattre de ces projets politiques, l'on ne peut pas dire qu'il y a là une condition favorable à l'enracinement de la démocratie. À partir de là, l'on devrait donc comprendre que la démocratie, pour qu'elle puisse prospérer, nécessite d'une part que les citoyens aient foi, que leur participation est importante pour la viabilité du système démocratique. Et d'autre part, que les divers acteurs adoptent une attitude propice à la démocratie, en marquant de façon concrète leur attachement à la démocratie. Car la démocratisation est un processus qui demande du temps et de la patience. La démocratie ne s'obtient pas seulement par les élections. Il ne suffit pas de se soumettre au rituel électoral. La démocratie est une construction politique et sociale à l'intérieur de la société qui doit prendre en compte un certain nombre de principes et de conditions pour pouvoir se consolider. Ces principes et ces conditions nous amènent à évoquer un certain nombre de théories politiques qui permettent de comprendre, lors d'une démarche évaluative, ce qui est possible, ce qui est souhaitable, ce qui est réalisable. D'abord, disons, en termes théoriques, qu'une démocratie parfaite n'existe pas. Elle n'existe nulle part. La démocratie n'est pas une question de tout ou rien. C'est un consensus évolutif. Il devient donc essentiel de comprendre
que la démocratie est un processus long et complexe. Et les théories politiques, les constructions juridiques, notamment en matière de droit constitutionnel, nous amènent à déterminer un certain nombre de systèmes et de régimes qui peuvent être débattus dans le champ de l'évaluation. Puisque j'ai dit que je renvoyais ces éléments aux enseignements de droit constitutionnel et aux enseignements de régime politique, je vais ici m'empresser simplement d'en énumérer à présent sans en dresser une liste exhaustive. Il faudrait, dans l'analyse, comprendre déjà ce qu'on entend par la théorie élitiste de la démocratie. Il ne faut pas oublier que de nombreux auteurs, comme Raymond Aron, David Schumpeter, Pareto, etc., conçoivent la démocratie comme un processus de sélection du personnel politique. C'est-à-dire un système qui confine les citoyens à la marge des décisions politiques. Les citoyens ont le droit de sélectionner le personnel politique. Mais dans cette approche élitiste, les citoyens ne participent pas concrètement à la décision politique. Pour les tenants de cette théorie élitiste de la démocratie, concevoir la démocratie comme le pouvoir du peuple est irréaliste. Parce que les élitistes pensent qu'on ne peut pas faire confiance au jugement d'un peuple qui est souvent changeant et soumis à plusieurs aléas. Ainsi, les théories élitistes, politiques ou constitutionnalistes indiquent que les constitutions démocratiques doivent prévoir des mécanismes de séparation des pouvoirs, de contrôle et de limitation de l'influence des citoyens sur le processus décisionnel. On estime que la gestion des affaires publiques ne peut être laissée à la merci des humeurs changeantes de l'opinion publique. Une opinion publique qui est souvent soumise aux manipulations démagogiques. Il faut donc fonder la structure des institutions démocratiques sur le principe de la souveraineté du peuple, mais une souveraineté déléguée aux élites qui assurent le contrôle de l'action du gouvernement. Ainsi, les élitistes pensent que les citoyens ne doivent que se contenter d'élire leurs représentants, mais que ces derniers n'ont ni la formation, ni les compétences requises pour prendre eux-mêmes des décisions politiques importantes. Et un personnage illustre, président des États-Unis, Thomas Jefferson, disait à ce sujet, je cite, « Les gens ordinaires ne sont pas qualifiés pour la conduite des affaires qui demandent une intelligence au-dessus de la moyenne. » Et donc, il n'est pas nécessaire de confier, par exemple, l'élection du président de la République à l'ensemble de la population de façon directe. D'où la logique aux États-Unis de l'élection du président qui se fait par un collège de grands électeurs et non pas directement par le suffrage universel. On peut donc assister dans ce cas à une dichotomie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un candidat qui obtient la majorité du vote populaire, mais qui n'est pas élu parce qu'il n'a pas obtenu, selon les découpages électoraux, la majorité des grands électeurs.
Dans le même sens, Edmund Burke, dans son discours aux électeurs de Bristol, soutenait, au nom de cette logique, que les citoyens ordinaires sont incompétents. C'est pourquoi l'élu, notamment le député, doit être entièrement libre de ses choix. Il doit fixer sa conduite politique, non sur les besoins et les attentes des électeurs de sa circonscription, mais sur le bien de la nation qu'il est seul en mesure de déterminer. Parce que les citoyens ordinaires sont souvent très changeants. Ils veulent ceci aujourd'hui, ils voudront autre chose demain. C'est pourquoi, même si les électeurs n'approuvent pas les choix de l'élu, alors ils auront l'occasion, lors des prochaines élections, de choisir un autre représentant, selon leurs humeurs. Mais une fois que le pouvoir est délégué à un élu, celui-ci doit avoir les coudées franches pour agir au nom de l'intérêt général. Parce que lui seul a un jugement éclairé, équilibré et respectueux des droits de tous. On comprend donc que dans cette théorie élitiste, il s'agit pour le peuple d'élire ses représentants. Mais ce même peuple est écarté au processus de décision. Parce que l'analyse des comportements politiques montre que les citoyens ont un faible niveau de connaissance politique. Que d'ailleurs la plupart de ces citoyens connaissent très mal leurs représentants. Et bien souvent, en dehors des périodes électorales, s'intéressent peu à la politique. Il ne serait donc pas utile et pertinent de les impliquer dans des décisions qu'ils ne comprendraient pas. Il faut donc simplement laisser aux dirigeants le soin de prendre les décisions pertinentes et légitimes. Une deuxième théorie est importante pour comprendre la démarche. C'est la théorie économique de la démocratie, dont l'un des illustres représentants est Anthony Dawes, l'école américaine du public choice. En fait, comme pour la théorie élitiste, la théorie économique accepte les principes de la démocratie représentative. Mais considère le citoyen comme un acteur économique. Et donc, pour la théorie économique, le citoyen ne s'intéresse principalement qu'à sa vie privée et à sa réussite personnelle. Et le citoyen électeur n'est qu'un consommateur des productions politiques. Et par conséquent, les citoyens qui sont des consommateurs des biens politiques cherchent à maximiser leurs gains sans toujours regarder l'intérêt général. Dès lors, le choix le plus important pour le citoyen est l'acte de voter. Et en dehors des élections, il n'est pas rationnel pour certains de dépenser leur temps ou leurs ressources pour participer à la vie politique. Donc, ce citoyen consommateur est à l'affût des produits mis sur le marché politique par les partis politiques. Et comme tel, il n'est pas évident
qu'ils puissent toujours faire des choix rationnels. Et l'on voit, dans le contexte africain, où des citoyens qui souffrent de misère, pauvreté, etc., se contentent de quelques offrandes lors des périodes des campagnes électorales, oubliant la misère dans laquelle ils vivent. Se contentent de s'arrimer ou d'acheter, de souscrire à des offres politiques, bien souvent sans pertinence, et de les regretter juste quelques jours après.